Monsieur Mario Soares, bien avant d'être devant la scène politique comme acteur essentiel du Portugal moderne, vous qui avez été Premier ministre, qui avez été président de la République du Portugal, qui avez aussi négocié les conditions d'entrée du Portugal dans la communauté européenne, eh bien avant cela, vous étiez sous le régime Salazar, vous avez fait des études, et c'est à peu près dans ces années-là, 1957, que lorsqu'apparaît le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, vous êtes au Portugal. Si vous vous replacez dans cette époque, en 1957, vous entendiez parler de ce comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Est-ce qu'on en parlait au Portugal? Très peu. Ça veut dire très peu. Mais je lisais les revues françaises. À cette époque, il y avait un journal français qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelait France Observateur. France Observateur. C'était un journal de Gilles Martinet et Claude Bourdet. Vous vous rappelez, c'était les deux directeurs. Et j'ai fait une signature, j'étais à Paris une fois, en 1951 pour la première fois, pour faire un cours de civilisation française à la Sorbonne. Et après, j'ai entré en rapport avec ce journal et je me fais assinant du journal et je le recevais au Portugal. Mais quelquefois, il ne pourrait pas entrer parce que la censure ne laissait pas passer. Mais quand même, j'ai vu beaucoup de choses parce qu'il y était au Portugal arrivait un tirage très petit. Hein. Et c'était difficile de lire les journaux français. Les journaux espagnols n'existaient pas, c'était pire que les Portugais ou la même chose. Alors, la presse, c'était difficile, la radio, quelque chose. On pourrait voir la radio, entendre la radio, c'était l'information. Mais nous étions très coupés de l'étranger et du contact avec l'étranger. Comme je vous dis, 51 a pour moi la première grande révélation de l'Europe parce que j'ai vu, j'étais en France un mois et demi, 2 mois, paraît-il, et à cette époque, j'étais déjà très politisé parce que je viens d'une famille républicaine. Mon père était ministre de la Première République et était député au moment de la dictature. Il a laissé d'être député. Il a fait une vie de conspirateur contre le régime. Il s'est mêlé à beaucoup de révolutions. Il a été en prison plusieurs fois. Alors je me rappelle de le voir pendant cette période en prison et même clandestin. Dans quelles années à peu près ça se passait? Depuis ça veut dire, depuis les années 30, 31. Mais Salazar commence à être Premier ministre et dictateur véritablement. Avant, il était ministre des Finances. Mais c'était un ministre très puissant, mais d'un gouvernement militaire. Alors, il arrive en 1932, il est Premier ministre, nommé par le général Carmona, qui était un des chefs de la Révolution. Et la révolution militaire, la contre-révolution, si vous voulez. Alors, il a fait un régime qui voulait avoir une masque de régime plus ou moins démocratique. Il était très catholique, alors il parlait beaucoup de certains encycles du pape à cette époque, mais il était un type cruel et très dictateur, très dur. Et après la guerre d'Espagne, alors il est devenu proprement fasciste, parce qu'il a fait la soldation fasciste, il avait le portrait de Mussolini dans sa secrétaire, et était un type très lié et très influencé par les fascistes italiens, plus que les nazis. Mais quand même, il avait aussi des bonnes relations avec les nazis. Il a aidé de toute façon les Espagnols pendant la guerre civile espagnole. Et alors, ma politisation a été dans la guerre
de l'Espagne. Ça a été le grand moment, parce que j'avais 15 ans et jusqu'à la fin de... J'avais 12 ans quand a commencé la guerre d'Espagne, et après, j'étais 15 à la fin. Et alors, j'étais très politisé, parce que mon père et ma famille, j'avais 2 frères plus grands que moi, et ils étaient tous républicains et tous pour Zagne et pour la République démocratique, la deuxième République espagnole. De quelle tendance votre père? Mon père était un républicain. Mais je veux dire, en couleur politique... Républicain, il était républicain. Il était un ami d'Azaña, grand admirateur de Zagne, Manuel Zagne, qui a été président de la République. Il faisait la navette entre le Portugal et l'Espagne parce qu'il y avait tout le temps des conspirations au Portugal contre la dictature. Et il allait traverser la frontière clandestinement, il allait voir, il y avait un groupe de républicains très important en Espagne. Est-ce que leur tendance était... Appuyé par... C'était une tendance gauche, comme plutôt... Gauche, d'une certaine manière, oui. Il était catholique, mais en même temps, il était maçon. Alors, maçon et catholique et républicain, et anti-monarchiste. Alors, la lutte a été contre la monarchie pour lui et pour la Première République. Quand la République a été détruite par le régime totalitaire de Salazar et Caetano, il est devenu toujours opposition. Et moi, j'ai suivi, mais j'ai donné des pas. Parce que d'abord, j'étais antifasciste pendant la guerre d'Espagne. J'étais contre les fascistes, alors antifasciste. Après, je suis devenu communiste, justement, après le pacte germano-soviétique, j'étais très déçu avec les communistes, mais quand ils ont été envahis en 1941 par Hitler, et quand a commencé la guerre, ils ont résisté contre Hitler, je suis devenu en 1942 communiste, du Parti communiste clandestin au Portugal. Et alors j'ai fait une carrière dans le cadre du Parti communiste. J'ai été emprisonné quelquefois, mais pas encore comme communiste, mais comme antifasciste. Et finalement, en 1949, justement quand il y a eu, a commencé la guerre froide et la création d'OTAN en Europe et en Amérique pour la contention du communisme, et aussi les conflits dans l'Est européen, Tito, j'avais sympathie pour Tito, qui était un héros de la guerre, et après je l'ai connu plus tard, mais personnellement, et vraiment, ils m'ont accusé, les communistes portugais, de déviation titiste. Et c'est pour cela que j'ai été en principe expulsé du parti. Ils le disent. Moi, je dis que c'est moi qui suis sorti, mais enfin. Alors moi, j'aurais une question concernant le tournant de la guerre. D'abord, il me semble que Salazar affichait, en tout cas officiellement, une certaine neutralité dans le conflit. Oui, mais fausse neutralité, parce qu'il avait quand même des contacts avec la Grande-Bretagne. Il n'était pas complètement coupé des... Non, il avait des rapports avec la Grande-Bretagne pour besoin, parce que nous étions un pays colonial. Et c'était nécessaire, Angola, Mozambique. Et qui dominait l'Atlantique, c'était les Anglais. Et pas les Allemands. Les Allemands avaient les sous-marins, mais quand même, c'était les Anglais qui dominaient. Et Salazar pensait que s'il se posait clairement à côté d'Hitler, il pourrait perdre les colonies. Il pourrait prendre les Anglais, c'est le prétexte pour prendre les colonies. C'était à cette époque. Alors,
En 1945, quand s'écroulent les forces de l'Axe, et que visiblement les Alliés ont une victoire écrasante sur cette fin de guerre, quelle était la position de Salazar officiellement? Est-ce qu'il a essayé de se rapprocher d'eux ou qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Non, Salazar a fait un virage complet. Il a fait un discours célèbre dans lequel il a dit nous avons été neutrales pendant la guerre, mais la victoire a été faite sous le drapeau de la démocratie. Alors nous sommes aussi une démocratie organique. C'est un mot qu'il a utilisé, démocratie organique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire corporatif. Corporatif, bien. C'est une fausse. Et alors il a dit après, ça faisait le gouvernement de Louis déjà 20 ans, ou quelque chose comme ça. Et il a promis des élections aussi libres que dans la libre Angleterre. Mais nous avons concouru aux premières élections, l'opposition, et moi aussi, j'avais 20 ans, et j'ai concouru dans un mouvement d'unité démocratique qui s'appelait MUD, mais les élections étaient une falsification totale, et nous avons désisté à la fin d'aller jusqu'au vote pour ne pas donner la légitimation démocratique au Salazar et au gouvernement. Alors, dans ce début des années 50, au moment où Jean Monnet, Adenauer, Schuman commencent à mettre les premières dalles de ce qui va être l'Union européenne, au Portugal, est-ce que vous voyez déjà à l'époque une opportunité pour le pays ou est-ce que, étant isolé dans une grande sympathie pour Jean Monnet, une grande sympathie pour le mouvement européen. Et j'avais fondé une espèce de, comment ça se dit, délégation du mouvement européen au Portugal qui a été détruite parce que la censure et la PIDE m'a dit non, ça c'est quelque chose de subversif, vous ne pouvez pas entrer par cela. Enfin, ils ont détruit cet embryon de mouvement. Mais moi, j'ai suivi toujours avec une sympathie le marché commun et les idées évidemment, les idées de Jean Monnet. Est-ce que vous pensiez, vous, comme jeune Portugais, qu'un jour, vous arriveriez à renverser cette dictature et à rejoindre l'Europe? C'était ma pensée de tous les jours. Tous les jours, je pensais dans cela. J'ai participé plusieurs fois, c'est là que j'ai eu beaucoup de prison à cause de cela. Vous avez fait combien de temps de prison? Bien, j'ai été 12 fois emprisonné, 12. Mais ces 12 fois, quelques prisons ont été de très court espace de temps. Ça veut dire parce que la loi portugaise disait que quelqu'un pourrait être emprisonné 6 mois, le maximum, sans être amené à la justice. Et vous avez fait des périodes de combien de temps? J'ai fait des 3 mois, 2 mois, 6 mois. Comment vous étiez traité comme prisonnier politique? Mal, dans la période de la constitution du procès, assez mal. J'ai fait 2 fois la torture du sommeil, ça veut dire ne pas pouvoir dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Qu'on vous imposait? Comment? Qu'on vous a imposé? On m'a imposé, bien sûr. Donc des méthodes en fait, de torture, c'est de la torture. C'est de la torture, c'est la torture du sommeil pour dire des choses qu'il voulait que je dise. Par exemple, une fois, un ami à moi qui a été impliqué dans la révolution de Beja, c'est une révolution. Il y a eu beaucoup de révolutions pendant cette période. Contre Salazar, tous ont fracassé, sauf le 25 avril qui est la seule. Bien, mais les révolutions ont été, disons, successives, mais moi, une fois, j'ai été emprisonné à cause de cet ami
qu'ils pensaient qu'il était fui, il était clandestin, et qu'ils avaient, disons, l'idée que je pourrais savoir où il était. Et je savais, parce que ils ont fait une espèce de... ils étaient quelquefois habiles, cette police politique lapide. Ils ont téléphoné pour sa femme en disant votre mari vient d'être emprisonné, ne posez pas de questions. C'était comme si c'était un ami. Ils ont été un scout, le téléphone. Alors, la femme, mon amie, m'a téléphoné très tôt le matin en disant, en train de pleurer, vous voyez, je disais qu'il vient sortir pour l'étranger et il vient d'être emprisonné, etc. Or, comme j'étais jusqu'à 2 heures du matin avec lui, je savais que c'était impossible et que c'était un jeu de la police pour apprendre. Bien. Et alors, j'ai dit, attention, je vais chez vous, soyez calme, etc. Bien. J'ai pris le téléphone et j'ai dit à ma femme, je vais tout de suite fuir parce qu'ils viennent me chercher. Ils étaient en effet un scout. Ils n'ont pas arrivé chez moi parce que je n'étais pas là, parce que j'avais fui. Mais après, j'étais avocat et j'avais un procès. Dans le procès, quand je suis au tribunal, ils m'ont emprisonné à l'entrée du tribunal. Et pour cela, j'étais 3 jours et 3 nuits dans cette situation. Et par la suite, vous avez dû être Par la exilé. suite, je n'ai jamais dit rien. Heureusement, rien. La prison, c'est quelque chose de très bien pour qui résiste. Parce que c'est exaltant de la personnalité. Les types sont là, ils torturent, ils font, mais nous disons, nous résistons. C'est quelque chose qui fait bien. Et c'est une école, c'est mieux qu'une université. Et de l'autre côté, il y a la situation de ceux qui parlent à la police et dénoncent ses compagnons. Alors, ils sont des types qui sont marqués pour toute la vie. Hein? C'est terrible pour eux. Bien, alors j'étais là à cette époque. Après, ils ont vu que j'étais adonné en train parce que les pernes viennent enflammer et on commence à avoir vieille vision par cette force de l'interrogatoire et en même temps d'être là, sans faire rien dans une salle petite avec 2 types qui vont et viennent, ils viennent tout bien, enfin, et nous, avec la barbe qui croit, on ne peut pas se laver, etc., les choses comme ça. Et alors, ils ont vu que j'étais en train de pouvoir avoir une syncope, une chose comme ça, comment ça se dit, s'évanouir, et ils m'ont amené de nouveau pour la prison. J'ai été emprisonné pendant 1 mois, et après, ils m'ont refait la même chose. Et à un certain moment, arrive le chef de la police, en personne, et il me dit, vous savez, nous étions sûrs que vous savez où était monsieur Untel, c'est mon ami. Mais maintenant, il vient de donner une conférence de presse au Maroc, et ça ne nous intéresse plus. Alors, vous pouvez sortir. Ah oui, et c'était vrai? Il donnait véritablement une conférence de presse au Maroc? Exactement, c'est vrai, parce que j'étais emprisonné pour dire où il était, parce qu'il pensait qu'il était à Lisbonne. Mais ça, c'est en quelle année? Ça se passe en quelle année, ça? Ça se passe dans l'année 61. Est-ce que c'est à peu près à ce moment-là que vous avez dû être exilé? Parce que vous avez dû aller notamment à Sao Tomé, vous avez Non, été... déporté.
Vous avez déporté sans jugement. déporté. Déporté sans jugement et sans temps, pour temps déterminé. Et c'est en quelle année ça? Ça, c'était en 68. 68. J'ai passé toute l'année de 68, la Cohn-Bendit et les événements de mai. J'étais à Saint-Omer. Et un ami... Vous pratiquez comme avocat encore, là, ou non, plus du tout? Non, je ne pourrais pas faire rien. J'étais là encerclé. Je n'étais pas emprisonné d'une façon... Je n'étais pas dans une prison, mais je ne pourrais pas rien faire. Et comme c'est une île très petite, une ville très petite, tout le monde savait, et personne ne pourrait parler avec moi. Les gens étaient sympathiques vis-à-vis de moi, surtout les Noirs, ils étaient très sympathiques, mais ils ne pourraient pas manifester sinon par les yeux et pour des choses qu'ils me faisaient. Par exemple, si j'allais à une pharmacie acheter quelque chose, ou si j'allais au coiffeur pour couper les cheveux, qui était un noir d'ailleurs, et très sympathique, mais avec distance parce qu'ils avaient peur de la police, qui était toujours la police. Je peux vous raconter une histoire drôle, c'est que quand j'étais là, c'est quand Salazar a tombé de la chaise, il était malade. J'étais là, dans la salle du coiffeur, qui était un magasin en même temps, une chose qui vendait toutes les choses, des articles différents. Et à un moment, il y avait un radio, c'était l'émisseur national, c'était officiel portugais, il ne pourrait qu'entendre le radio portugais. Toutes les radios étaient faites pour qu'ils avaient acheté, qu'ils pourraient acheter les indigènes, qui étaient seulement pour la radio nationale portugaise. Ils ne pourraient pas apprendre, changer de poste. Bien. Et j'ai entendu cette chose comme ça. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, a été opéré hier à un hématome cérébral. Et l'opération a bien marché et il est dans une situation très de récupération. Et j'ai entendu cela, j'étais seul dans la salle de cette... Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là, toutes noires, plus ou moins toutes noires. Les blancs n'allaient pas à cette coiffeur. Et j'ai, spontanément, c'est quelque chose qui m'a sorti. Mais le type va mourir. Le type va mourir, c'est ce que j'ai dit. Va mourir. Un homme de 80 ans, opéré un hématome, c'est à la fin. J'ai dit, c'est à la fin, avec un grand contentement. N'imaginez pas que cette nouvelle, que j'ai fait ce commentaire, a parcouru toute l'île dans l'espace d'une demi-heure. Et quand j'allais retourner à la maison que j'avais où j'habitais, il vient une voiture officielle du gouverneur, c'était le gouverneur, un militaire, un colonel, et stop, la voiture dit, entrez parce que monsieur le gouverneur veut vous entendre. Et alors, je suis entré, j'étais au gouverneur, je n'avais pas reçu. Et c'était une chose assez drôle parce que j'arrive là et le type était un colonel. Il a dit, c'est vrai que vous avez dit cette chose, que Salazar va mourir, etc. Et oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez dit cela? Est-ce que vous avez... Écoutez, je n'avais de rapport, lui était défendu d'avoir des contacts avec moi, le gouverneur.
je dépendais de la police politique, c'était autre chose, seulement de la police politique. Mais lui a pris cette initiative. Et il dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce qu'il a 80 ans, monsieur le gouverneur, il a été opéré à un hématome, vous savez qu'est-ce que c'est un hématome? Il n'y avait pas de chirurgie à cette époque facile, personne touchait à la tête de personne, alors c'est une chose très compliquée, il est venu un médecin américain, etc. Il dit, vous avez peut-être raison, qu'est-ce que vous pensez que va se passer? Ah, le système va tomber. Bien, de ce jour, à partir de ce jour, pendant 1 mois et demi que j'ai resté encore là, toute l'île s'est modifiée. Tout le monde a commencé à parler avec moi, blanc et noir. La peur a passé. Et le type lapide m'a appelé, il m'a dit comme ça, le type, quand vous étiez là, et avant ce phénomène de Salazar, vous étiez toujours, personne ne parlait avec vous. Maintenant, vous êtes le type qui est reconnu dans la terre, je ne peux pas rien faire contre vous. Je perds toujours le prestige. Il m'a dit à moi. Et finalement est venu le successeur, M. Caetano, il m'a fait venir au Portugal. Alors, une chose intéressante pour nous à vous demander, c'est le rapport que les républicains comme vous, que les gens... Non, je n'étais pas républicain. Non, je dis républicain par rapport à opposition à la dictature, c'est-à-dire... antifasciste. Antifasciste, voilà. Les gens qui étaient contre... Mon père était républicain de la vieille République. Au sens démocratique du terme, je l'emploie. Oui. Mais je veux dire, des gens comme vous... avec les colonies portugaises de l'époque, donc quand je parle de cette période-là, est-ce qu'il y avait déjà le désir, votre désir, de libérer ces colonies, ou est-ce que vous les imaginiez? Nous ne pensions pas à la colonie, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas pour nous. Ça veut dire, je n'ai jamais été à la colonie. Une fois, j'ai voulu aller au Mozambique, on m'a invité de faire une conférence. J'étais défendu d'aller. Alors, la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'est quand j'ai été déporté pour São Tomé. Mais vous étiez partisan de l'indépendance de ces colonies? À cette époque, je ne pensais pas à cela. Je pensais à la démocratie portugaise. C'est seulement après cela, après que je suis devenu, que j'ai fait et que j'ai pris position anticolonialiste. Ça veut dire l'anticolonialisme vient après. Ça veut dire à la fin des années 60. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Parce qu'on a pu imaginer une démocratisation également qui entraînait la démocratisation au sein des colonies. Non, c'est une hypothèse parce possible. qu'on a commencé à avoir des nouvelles que nous n'avions pas de la situation coloniale, parce que la guerre a commencé en 61. Et avant cette guerre, on a apparu des mouvements de libération nationale. Et c'est à cette époque-là que nous avons entré en contact, nous, à l'intérieur antifasciste, nous avons pris des contacts avec les mouvements nationalistes africains, comme alliés. C'est pour cela qu'après, la décolonisation a été très facile pour nous. Mais au départ, quand vous étiez jeune, en tant que militant de gauche et comme militant communiste, est-ce que pour vous, les colonies faisaient partie à tout jamais, disons, du Portugal? Est-ce que vous imaginiez une révolution dans laquelle les colonies feraient partie? Moi, je n'avais aucune connaissance des colonies. Je ne savais pas. Je pensais que les colonies étaient une chose distincte et que le Portugal, un jour, allait perdre les colonies, bien sûr, mais ce jour n'a pas... Le mouvement colonial, vous vous souvenez, la première chose qui était, c'était l'indépendance de l'Inde. Mais Portugal a resté avec l'État portugais de l'Inde, comme on appelait. Et c'est seulement en 61 que Nehru attaque et prend l'État portugais de l'Inde. Seulement en 61.
Alors c'est cela qu'on a commencé à penser dans la question coloniale. Alors, la révolution des œillets a commencé à faire parler d'elle par Spinola. Et c'est des colonies, au fond, qui est venu les premières nouvelles, comme quoi les choses... Enfin, ici, on a d'abord entendu parler des colonels, comme on les appelait. La révolution des œillets, c'est une révolution des militaires de très petite station. Ça veut dire alferge, je ne sais pas comment se dit, lieutenant, je ne sais pas, tenant, et lieutenant, et après jusqu'à capitaine. Ah, c'était pas aussi... La conspiration a été des capitaines. Et cette conspiration a commencé parce qu'ils ont fait une mission, 4 ans, deuxième mission, et à partir de 61, quand la guerre commence, ils ont commencé à avoir beaucoup de baisses. Ça veut dire morts portugais, blancs, qui étaient là pour défendre les colonies. Et après, il y a eu le cas de Timor, parce que Salazar a donné l'ordre à tous les jeunes, toute la troupe portugaise qui était à Timor pour défendre. Ils n'ont pas pu défendre, il a donné un ordre. Nous ne voulons pas des vaincus, nous voulons seulement aux vainqueurs, aux morts. C'est ce qu'a dit Salazar. Mais personne n'a obéi à cet ordre. Et ils se sont rendus. C'est pour cela qu'apparaît le général Vassal e Silva, qui était le gouverneur militaire de l'Inde, et qui était une personne en général, qu'on pensait qu'il était salazariste, mais il était général. Et dans le match, le journal Paris Match, a apparu une grande photo de ce général qui disait « Le grand apostolo », comment ça se dit apostolo, le grand partisan, le prophète, Saint Jean, les apôtres, comme se dit. Ah, les apôtres. Apôtres. C'est le grand apôtre de la non-violence. C'était Vassal e Silva parce qu'il n'a pas résisté à Nehru. Imaginez-vous. Bien. Alors, à partir de cette époque, nous avons commencé sérieusement à penser à l'indépendance. Alors, au moment où Spinola devient Spinola, c'est une autre chose. Alors, où est-ce que vous vous situez par rapport à Spinola au début Spinola, c'est une autre chose. Spinola, c'était un général, gouverneur, un chef militaire, comme Vassal e Silva, mais d'une grande compétence militaire, qui était en Guinée. Et qu'à un certain moment, il a combattu contre la guérilla en Guinée d'Amilcar Cabral, et il a été, à un certain moment, convaincu que la guerre était perdue, qu'on ne pourrait pas maintenir une guerre, parce qu'ils ont commencé à avoir des missiles et des armes anti-aériennes qui pourraient battre et mettre à bas les avions portugais. Et avant, la supériorité, c'était l'aviation. Pour que les troupes de terre rentraient, il était nécessaire d'abord détruire le champ de l'ennemi avec des bombardements aériens à napalm. Et alors, Spinola a écrit un livre qui s'appelle « Portugal et l'avenir », en disant qu'il était nécessaire de négocier la guerre. Ça, c'était un scandale. Parce qu'il était le gouverneur en chef de Guinée, il vient écrire un livre disant « Nous devons négocier ». Vous étiez à Paris à ce moment-là? J'étais exilé à Paris à cette époque. Alors, quand vous avez entendu parler de ce livre, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette fois-ci, les choses bougeaient? Est-ce que dès le début, vous vous êtes dit « ça y est, on va vers une révolution » ? Non. J'avais beaucoup de liaisons avec les militaires qui étaient en train de faire la conspiration, parce qu'ils avaient aussi recruté beaucoup de
miliciens, vous savez qu'est-ce que c'est miliciens, types qui ne sont pas de contingent, mais ils viennent à l'université, ils prennent les types au service militaire, ils l'obligent à aller à la guerre coloniale. Il a commencé beaucoup d'étudiants et de jeunes qui ont été désertés et qui ont fui à l'étranger. C'était une vague d'immigration politique, cette fois pas économique. Et deuxièmement, j'avais contact avec ces types. Et ces types-là connaissaient les militaires. Ils savaient de l'esprit qui était dans les militaires contre cette guerre. Parce que tous étaient là, ils ont dit, nous allons être tous massacrés. Et tout le monde était contre eux. Même les alliés d'OTAN, tout le monde était contre eux, contre le Portugal. Ils votaient dans les Nations Unies. Un ministre portugais de Salazar allait aux Nations Unies pour parler, défendre, et la salle était vide. Personne n'assistait. Vous voyez? Alors, nous avions le sentiment que le régime était perdu. Mais alors, quel a été le lien qui s'est fait entre Spinola, son livre, et les conspirations des militaires? Spinola a fait ce livre parce qu'il savait qu'il existait une conspiration. Il savait cela. Parce que beaucoup des conspirateurs étaient justement du contingent de Guinée. Et il a fait, mais c'était déjà dans l'époque de Marcel Caetano, deuxième fois. Ce n'était pas Salazar déjà. Salazar était mort. Salazar mort en 70. Et Caetano, c'est ce qui m'a fait venir pour Portugal. Et après, m'a expulsé 2 ans après, parce qu'il voulait que je le remercie, que j'entre en négociation avec lui, parce qu'il voulait que j'étais député pour le parti unique. J'ai dit jamais de la vie, et ne pensais pas à cela. Et alors, il a compris que je continuais dans le chemin de l'opposition. Il m'a expulsé du Portugal. Aussi sans aucun procès, sans rien. C'est une ordre arbitraire. Bien, j'ai choisi la France et j'ai été 4 ans exilé en France. Et c'est là que j'ai eu énormément de contact avec tout le mouvement nationaliste africain, anti-portugais et anti-tout, et avec tout le monde. Enfin, j'ai élargi énormément pendant ces 4 ans. J'ai élargi énormément mes contacts et mes visions du monde et de l'Europe surtout. Alors, vous avez pu rentrer au Portugal au moment de la Révolution. Alors, très vite, vous avez joué un rôle politique. Il y a eu non, parce qu'il y a une chose, c'est que un année avant la Révolution, nous avons fait en Allemagne, avec l'aide du Parti socialiste allemand, social-démocrate, Willy Brandt nous a aidés. Nous avons fait un congrès des socialistes en Europe, dans le monde, parce qu'il y avait aussi au Brésil et d'autres endroits qui étaient socialistes, et de l'intérieur des socialistes sont venus pour différents moyens. Nous avons fait un congrès clandestin et nous avons formé le Parti socialiste, qui n'existait pas. Le seul parti qui existait, c'était le Parti communiste. Alors au début, je me souviens d'avoir vu vos conférences, vous réclamiez du marxisme au début. Oui, oui. Il y avait d'ailleurs des portraits de Karl Marx dans vos... Oui. Je me souviens d'avoir vu une photo de vous, vous étiez devant un portrait de Marx. À ce moment-là, vous réclamiez encore du marxisme. Oui, j'étais une formation marxiste. J'ai encore... je n'ai pas rien contre Marx. Contre la dictature du prolétariat, oui. Mais je n'ai pas... je pense que Marx a fait une analyse du capitalisme qui est aujourd'hui encore valable. Ce n'était pas le cas de Lénine, c'était vraiment un type cruel et dictateur, et surtout Staline. Là, c'est le contraire de ce qu'est le socialisme. Bien. Et j'ai visité l'URSS parce que quand j'étais en exil, au moment qu'ils ont commencé à avoir des relations avec les partis social-démocrates et socialistes et travaillistes,
ils ont aussi invité, parce que j'étais membre de l'Internationale à cette époque, l'Internationale socialiste. J'ai formé le Parti socialiste et nous sommes entrés dans l'Internationale socialiste, et reconnu pour tous les socialistes européens, vous savez. Alors ça, c'était décisif. Les soviétiques m'ont invité pour aller là. Et j'étais là un mois, en Union soviétique. Et j'ai visité le pays. Et j'ai compris que c'était impossible, c'était un régime totalement impossible. J'ai compris. Vous étiez quand? Quelle année? 73. Ah oui, donc juste l'année avant. Année avant, bien. Et après, j'ai visité aussi les Yougoslavie à cause de Tito, et j'ai eu la même impression à propos de la autodétermination, non, de l'autogestion, et aussi cette idée qu'il avait que d'un parti socialiste et un parti communiste, une ligue communiste. J'ai pensé que tout cela, c'était une fantaisie, que c'était une dictature pure et simple comme la dictature de Staline. Et j'ai été aussi à Cuba, clandestin, avant. Et j'ai resté avec la même idée. Alors, c'est pour cela que j'ai fait créé le Parti socialiste et que nous sommes entrés dans l'Internationale socialiste. Alors, le triumvirat qui a marqué les débuts de cette révolution, Gonçalves, Carvalho, Costa Gomes, ce triumvirat, vous l'avez assez vite combattu. Hein. Vous avez pris une position, je dirais une opposition à ce triumvirat. À quoi? Au triumvirat, les fameux le début. Ah non, le triumvirat. Vous êtes assez vite mis dans une position d'opposition. Le triumvirat, c'est une fantaisie. D'abord, les militaires Caetano a exigé pour se rendre à Caetano. Ça veut dire le dictateur, le successeur de Salazar. Et alors, ils ont mis Caetano dans un car de combat pour qu'il puisse sortir sans être maltraité par la foule qui était dans la rue, parce que la révolution est sortie à la rue, et en même temps que la radio a commencé à dire qu'il y avait une révolution dans la rue, tout le monde a sorti à la rue. C'est une explosion du peuple. Tout le monde, toutes les façons, des gens qui ont pensé qu'ils n'étaient pas du tout de l'opposition, mais subitement. Bien. Et à cette époque, il a été amené, et Caetano a resté un jour à Lisbonne, et après, Spino l'a envoyé au Madère pour être plus protégé. Lui et Thomas, qui était le président de la République. Et 2 jours après, il l'a envoyé, ou quelques jours après, il l'a laissé partir au Brésil. Mais Spínola était un chef théorique qui avait le pouvoir sur l'armée, c'était le capitaine. Il a commencé à avoir une grande dispute entre Spínola et les militaires. Mais les militaires ne savaient pas quoi faire du pays. Parce que le pays, l'État a tombé, l'État salazariste qui avait 48 ans, comme un fruit, comment ça se dit, un fruit qui n'est plus... Qui est trop mûr. Hein? Comme un fruit trop mûr. Mûr, trop mûr, exactement. Et il a tombé. Il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ministère. Vous croyez que nous sommes entrés et j'ai été reçu immédiatement pour Spínola. Spínola a dit, vous devez être le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, bien, mais je veux savoir d'abord qui est le ministère et comment va être le ministère. Ah oui, je vais vous expliquer. Bien. La tête de Spínola était, comme j'avais écrit un livre ici, à Paris, Portugal bayonnais, avant la Révolution, je l'ai envoyé à Spínola. Et Spínola m'a envoyé son livre à moi. Alors, nous ne connaissions pas, mais il y avait cet rapport. Bien. Et je connaissais beaucoup de capitaines
qui était ami de Spillmann. Et ils ont créé un ministère civil à côté d'une espèce de commande militaire qui était supérieure. Mais dans le ministère, j'ai exigé que Cunhal puisse entrer. Il m'a dit, d'aucune façon, Cunhal peut entrer, parce que nous ne sommes pas communistes. Alors, moi, je n'entre pas. Mais pourquoi? Parce que vous imaginez, je suis socialiste. Si je reste dans un gouvernement militaire, créé par les militaires, et Cunhal reste au dehors, dans 2 mois, personne n'a confiance en moi et tout le monde, le Parti communiste, le grand parti, je n'accepte pas cela. Alors, il a été obligé à inviter Cunhal. Et nous avons fait un premier gouvernement où était Cunhal, était moi, Sá Carneiro, et aussi un autre parti qui s'est formé. Le parti de Sá Carneiro s'est formé après la Révolution. Bien. Ce gouvernement, ce qui était un gouvernement civil, moi, j'ai entré pour la première fois comme ministre des Affaires étrangères dans le ministère. Je n'ai jamais été dans le ministère. Imaginez-vous quelle était l'expérience que j'avais d'un ministère. Je ne savais rien, comme ça fonctionnait. Bien. Et après, chacun ministre a commencé à gouverner dans son ministère. Il y avait quelques-uns qui ont fait une épuration contre les types soi-disant fascistes. C'était le cas des communistes. Mais moi, dans mon ministère, je n'ai pas accepté jamais de faire des dépurations d'un ministère. J'ai dit, la politique va changer complètement. Nous étions en faveur de la guerre et contre les terroristes, comme vous disiez. Maintenant, les terroristes passent à être nationalistes et nous avons des bonnes relations avec eux parce que nous voulons accorder l'autodétermination. Alors, c'était un changement de 180 degrés. Bien. Et c'est moi qui ai commencé avec cette politique, même sans contact avec les militaires. Et les militaires faisaient aussi ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient en lutte. Spillmann a sorti à un certain moment parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Et après, il y a une autre, Costa Gomes, qui est devenu président. Mais président pas élu, parce qu'il n'y avait pas un élection. Alors la première grande guerre, c'était la guerre obligeait les types à accomplir les élections et élections libres. Et en effet, il y a eu élections libres en 1975, un an après la Révolution, en avril. Alors, on parlait beaucoup, vous disiez tout à l'heure, c'est un peu une vue de l'esprit, ce triumvirat, on disait toujours le Otelo de Carvalho, González et Costa Gomes. En fait, il n'y a jamais eu, au fond, un réel pouvoir réparti entre ces 3 hommes. Non, non. Comment est-ce qu'on explique alors qu'on il parlait était toujours de triumvirat? complètement différent. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler de triumvirat? Je dis, Costa Gomes, c'était un général qui a été secrétaire d'État d'un gouvernement de Salazar. Alors, il était un ancien salazariste qui s'est converti à la démocratie. Première chose. Otelo, c'est un type qui n'avait aucune expérience politique, qui est converti à extrême gauche. Mais il était anticommuniste. Vasconcelos, c'était un colonel, les autres étaient capitaines. Il était un colonel plus âgé, mais qui était communiste depuis le début. Mais personne ne savait qu'il était communiste. Et comme il avait une manière de parler, à moi par exemple, il ne m'a pas convaincu, sinon tard, qu'il était communiste, je ne savais pas. Bien. Alors, c'était difficile, ces premiers. Ce triumvirat, ça a été une chose donnée par la presse, mais n'a jamais fonctionné
n'a aucune importance dans la Révolution. Mais je me souviens avoir lu des Othello, c'est important. Pardon? Othello, c'est important parce que si Othello s'avait fait avec les communistes, quand les communistes ont voulu faire un 25 novembre de cette même année de 75, le 25 novembre, ils ont fait une essai révolutionnaire et nous l'avons contre-attaqué. Avec les forces militaires et avec beaucoup d'aide. Alors, j'ai une petite question. Carvalho, justement, un parcours extrêmement étonnant. On lui a attribué des liens avec le terrorisme par la suite. J'ai juste une petite question de parenthèse. Vous-même, est-ce que vous pensez que les accusations à l'égard d'Othello Carvalho et de ses activités liées à du terrorisme sont fondées? Oui, elles sont fondées, mais Othello était un héros du 25 avril. Ça, c'est vrai. C'est lui qui a été le principal chef de la conspiration. Bien. C'est un homme sans culture politique, mais un bon homme, une bonne personne. C'est un militaire au départ. Non, il est militaire de carrière. De carrière. Bien. Et il a été influencé par un groupe de gens, étudiants et licenciés, etc., qui étaient d'extrême gauche, maoïste, quelque chose comme ça. Et lui a été influencé pour faire ce travail de l'extrême gauche. Il a entré dans une chose terroriste qui a eu à faire au moins 2 ou 3 morts. Stupidement, mais a fait. Il a cette responsabilité morale. Mais quand même, quand il a été emprisonné, moi j'étais Premier ministre à cette époque. J'avais gagné les élections successives, enfin. Et Mitterrand me disait, Mario, la seule chose que tu as à faire est laisser fuir Othello. Parce qu'il était emprisonné, c'est un héros de la Révolution, après en prison, malgré qu'il était enfin inculpé pour une chose grave, c'était la mort de type. Enfin, ce n'est pas lui qui les a tués, mais c'est l'organisation à laquelle il dirigeait. Bien, il a été emprisonné, mais il a sorti. On a trouvé, enfin. Il s'est recomposé et aujourd'hui encore, j'ai très bon rapport avec lui parce que c'est une bonne personne. L'affaire est toujours pendante. Le jugement n'est pas définitif, en fait, pour Othello de Carvalho. Ou est-ce que c'est une affaire réglée maintenant? Non, c'est une affaire complètement réglée. Ah oui. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question par rapport à cette révolution et puis l'Europe qui vit son chemin à ce moment-là. Bien. En 1975, l'Europe... Je vais vous expliquer d'une façon très claire, je pense. La première chose à faire, c'était la décolonisation. Parce que sans décolonisation, ce n'était pas possible la démocratie. Parce que le jour même qui a commencé la révolution, ça veut dire 26-27, les étudiants étaient dans la rue, un crié, ni un soldat de plus pour les colonies. Bien. Et le pire, c'est que l'armée portugaise a commencé, sans autorisation de leur chef, a commencé à confraterniser avec les nationalistes. La guerre a terminé dans ce jour. Ils ont commencé à confraterniser et même à donner des armes aux nationalistes. MPLA, entre autres. MPLA, Frelimo, non, mais surtout dans la Guinée, c'était la plus avancée. Et Mozambique aussi, et Angola aussi. Mais Angola, c'était plus compliqué parce qu'il y avait 3 mouvements nationalistes différents. Mais quand même, nous avons commencé immédiatement, c'est ma première mission de ministre des Affaires étrangères, c'est aller aux Nations Unies, dire notre politique maintenant, c'est la politique des Nations Unies. Nous sommes en faveur de notre détermination.
et nous allons négocier l'indépendance des colonies. Et après cela, j'ai commencé à entrer en contact avec les mouvements nationalistes. Le cas plus compliqué, c'est l'Angola, parce qu'il y avait 3 mouvements différents. Mais au Mozambique, il y avait seulement un, c'était la Frelimo, et à Guinée aussi. Et alors, il y a Cap-Vert aussi, il y a Saint-Tomé aussi. Alors, nous avons négocié rapidement, on a donné l'indépendance à tout le monde. Maintenant, ils parlent tous portugais. Nous avons des relations excellentes avec eux, comme nous n'avions jamais eu. Et les Portugais sont présents partout. Et la langue, c'est la langue portugaise, enfin. Avec le Brésil, qui nous a aidés et qui appartient à la communauté des pays de langue portugaise. Alors, ça s'est résolu dans l'espace d'1 an et demi, les Portugais, la question coloniale, mais avec une grande difficulté, c'est que beaucoup de Blancs, presque tous, qui étaient dans les colonies, ont fui pour le Portugal, ont laissé tout, abandonné tout avec un mouvement de paix, comme les Pieds Noirs en Algérie, mais nous l'avons assimilé parce que nous avons fait un programme pour donner toute la possibilité de vivre au Portugal. Et alors ça, c'est aussi une chose qui a eu succès, beaucoup de succès. Deuxièmement, à partir de cela, c'était la démocratie. Alors, après que nous avions pratiqué la démocratie avec les colonies, la démocratie au Portugal, nous avons fait des élections et une constitution qui est une bonne constitution, qui existe encore, qui est notre constitution avec quelques retouches. Et là, c'est l'opposition communiste qui voulait faire l'économie d'une révolution et passer à une démocratie populaire directe. Alors, c'est là qu'il y a une opposition, qu'il y a une tentative révolutionnaire et que nous avons gagné. Et ce n'est pas nécessaire, heureusement, de verser du sang, parce que, en effet, ils ont accepté finalement. Cunhal, à 2 heures du matin, a donné l'ordre de ne continuer pas. Et ça, le Parti communiste, ça s'est effondré. Il y a eu 2 morts. Mais moi, j'étais au Porto à cette époque-là. Et pour partir de Lisbonne, Porto a été très compliqué parce que j'ai commencé à parler par la télévision. Nous avons coupé la télévision portugaise de Lisbonne, qui était occupée par les militaires de gauche, d'extrême gauche, et ils étaient en train de parler, et subitement apparu un film de Danny Kaye. C'est ce qui... Et nous commençons à émettre du Porto, vous voyez. Et alors le Porto et tout le nord du pays étaient contre cette idée de la commune de Lisbonne. Et nous avons évité la guerre civile, c'est ça. Alors ensuite, c'est le rapprochement La vers l'Europe. La troisième chose, c'est la question économique. Alors le pays sans colonie, avec tous les capitalistes fouillés à l'étranger, sans entreprise, sans rien, c'était très difficile de gouverner. Nous avons fait un effort énorme pour régler et faire fonctionner cela. Dans mon premier gouvernement, c'est 1976-18, ce premier gouvernement, qui était d'ailleurs un gouvernement minoritaire, qui nous avons ouvert la négociation officielle pour entrer à la CE. Pourquoi? Parce que la CE c'était important pour nous, décisif, non pas seulement pour des raisons économiques, qui étaient décisives, comme on était, mais aussi pour nous garantir notre démocratie de coup militaire. Et parce que c'était un projet de paix que nous avons suivi. Alors, nous avons été tous socialistes européistes, à fond. Nous sommes le parti de l'Europe. C'est là.
Quelle était la position des communistes à ce moment-là? Anti-européens. Maintenant, ils acceptent, bien sûr. Nous sommes depuis 22 ans un pays membre à part entière, alors ils acceptent, ils profitent des fonds européens, mais quand même, ils sont dans le Parlement européen, mais ils sont intégrés dans un groupe qui est contre l'Europe. Alors vous avez négocié vous-même les conditions d'entrée du Portugal dans la communauté européenne. Oui. De leur côté, comment est-ce que les pays fondateurs voyaient le Portugal? Comment est-ce que vous étiez reçus dans ces négociations? D'une façon excellente. Ça veut dire, vous devez penser que à cette époque-là, c'était l'époque des grands leaders européens qui étaient presque tous socialistes ou démocrates chrétiens. Mais c'était Wilson et Callaghan en Angleterre, Willy Brandt et Schmidt en Allemagne, Nenni et après Craxi en Italie, tous socialistes. Et après, il y avait encore Kreisky, italien, il y avait Dan Uyl en Hollande, dans la Belgique aussi socialiste et aussi dans les pays scandinaves. Alors, toute l'Europe démocratique et occidentale a été absolument appuyant notre entrée. Et les difficultés qu'ils ont eues, parce que nous avons eu 8 ans de négociations pour arriver à l'entrée de la communauté, c'était à cause de l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'était très compliqué à propos de la compétition des citrines et des choses comme ça avec la France et avec les pays d'autres pays de l'Europe. Est-ce que la méthode monnaie était, je dirais, un élément important dont vous teniez compte dans les négociations, ou est-ce que vous êtes arrivé dans une période où, au fond, monnaie était déjà un peu une part de l'histoire? Oui, à cette époque, c'est pour cela que dans cette chose, nous allons parler tout à l'heure, mais véritablement notre entrée en Europe commence en 1985. Et à cette époque... Monnaie n'est plus là. Mais est-ce qu'à votre avis, sa méthode, son système d'intégration, est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui? Oui, il est valable. C'est le pragmatisme, les petits pas, etc. C'est absolument valable. Alors, ce comité d'action pour les États-Unis d'Europe... Monnet avait une vision, pas économiciste de l'Europe, mais une vision qui était économique, pragmatique, mais ce qu'il voulait, c'est la paix. C'est le premier. Et après, la politique. Et seulement après venait l'économie. L'économie, pas conduite par politique, mais par le marché. Alors, c'est le néolibéralisme qui a pénétré l'Europe et certains pays socialistes européens. C'est mauvais. Alors, le terme États-Unis, donc ce comité d'action pour des États-Unis d'Europe, est-ce que c'est une notion qui aujourd'hui, à votre avis, est complètement dépassée, ou est-ce qu'on pourrait aujourd'hui encore en tirer Je pense qu'elle n'est pas dépassée parce que moi, je suis fédéraliste. Et s'il y a une Europe politique, c'est là, la manière d'avancer, c'est parce que même le pays plus fort d'Europe, c'est l'Allemagne, n'est rien face à l'Amérique, à la Russie, à l'Inde, au Brésil et à la Chine et au Japon. Alors, nous devons faire attention à cela et l'Europe peut réussir comme agent mondial s'il est une Europe politique et sociale et ambientale. Sinon, écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, où l'on sent une certaine frilosité, des retours à des nationalismes, même des ultranationalismes, est-ce qu'aujourd'hui ces courants-là sont de nature à mettre en péril la construction européenne? Je pense que oui. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Et aussi, je pense que les États-Unis de l'Europe
C'est le chemin, encore aujourd'hui. Mais il n'y a un seul chef de gouvernement des 27 pays qui soit capable de dire cela. Ça, c'est le problème. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.